Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour comprendre en profondeur l'intelligence artificielle. Quand je dis en profondeur, c'est parce que on va aller un peu au-delà de ce qui se fait généralement. Donc ici, dans la vidéo de présentation, je vais vous expliquer un principe clé de comment l'IA fait pour vous trouver des réponses adéquates à vos prompts, à vos questions. Donc, pour celles et ceux qui me découvrent sur cette chaîne, ici, je forme bien évidemment les personnes qui aimeraient se lancer dans l'intelligence artificielle, qui aimeraient utiliser les outils tels que ChatGPT et les LLM de manière générale, mais également la partie qui m'intéresse le plus pour celles et ceux qui voudraient vraiment avoir un niveau technique, un niveau ingénieur, un niveau capable de mettre dans un contexte en entreprise les outils d'intelligence artificielle. Je vous accompagne dans la mise en place de ces processus-là. Et donc aujourd'hui, ça tombe bien pour cette deuxième catégorie de personnes. Nous allons voir un principe clé à maîtriser absolument en contexte en entreprise pour pouvoir connecter des applications basées autour de l'IA. Donc, ici, vous avez devant moi ce qu'on appelle l'architecture RAG. En anglais, c'est RAG. Voilà, pour bien dire les choses. RAG. Alors, ce mot baba un peu, on va le préciser bien évidemment. Alors, je précise déjà le contexte, la problématique dans laquelle on se trouve. ChatGPT, tout comme Claude, les LLM de manière générale sont entraînés sur de milliards et de milliards de données. Vous le savez déjà. Donc, LinkedIn, toutes les données sur Internet, les livres, etc. Donc, on comprend par là que dans ces données-là, il y a évidemment des contextes bien particuliers. Par exemple, des contextes dans lesquels les réponses qui étaient valables il y a 5 ans ou 2 ans, etc., dans le passé en tout cas, ne seront plus valables dans un futur proche ou dans un futur lointain. Ok ? Néanmoins, imaginons que dans 10 ans, si un utilisateur pose une question donnée sur une histoire qui s'est déroulée il y a 10 ans et que le LLM, l'outil, l'IA est entraîné sur ces données en question, il risque d'y avoir des mauvaises réponses de la part de l'IA parce que l'IA aura été entraînée sur ces données-là, données passées et données qui potentiellement ne sont plus mises à jour. Ok ? Donc, dans ce contexte bien particulier, on va mettre en place un système, une manière, une méthodologie de pouvoir s'en assurer que l'utilisateur ait constamment les données les plus à jour par rapport au contexte donné. D'accord. Donc, c'est la réponse ici avec l'architecture RAG. Donc, en anglais, tout simplement, c'est Retrieval Augmented Generation. Ok. En français, on traduirait c'est la génération augmentée des récupérations. Ok. Ou l'enrichissement contextuel. Et ici, la problématique, évidemment, c'est de pouvoir, donc vous voyez là, effectivement, par exemple, donc les IA oublient, puisque les données, par exemple, du passé ne sont plus forcément celles du futur. Et si l'IA est entraînée sur ces données passées-là, donc potentiellement, l'utilisateur va se retrouver avec des données pas à jour. Et ça, on ne voudrait pas, puisque si on est dans un contexte d'entreprise, puisque c'est le cas pour cette présentation, pour ce type d'architecture, c'est évidemment que l'outil doit se servir des données de l'entreprise en question. Donc, comment faire ? Pour faire cela, premièrement, il y a, précisons encore une fois de plus, le fait que les données étant figées, données passées pour la plupart du temps, les connaissances du passé ne sont plus forcément les connaissances du futur parce que, en fonction des contextes donnés, les recherches ont permis, par exemple, de trouver de nouvelles méthodologies. La science, par exemple, évolue. Donc, ce qui était valable par le passé n'est plus forcément valable, ne sera plus forcément valable dans le futur. Et donc, les mises à jour, etc. Pour ces raisons bien particulières, on va mettre en place donc un système qui va faire en sorte que on puisse avoir les données les plus à jour et concrètes pour que l'utilisateur puisse être satisfait de ses réponses et avoir des données riches et variées. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on fait ? Il nous faut rechercher des informations dans une base de données. Vous avez bien compris que la base de données ici doit être mise à jour, doit contenir des données les plus à jour. Alors, augmenter, donc la partie augmenter, enrichir, ici en français plutôt dans un contexte bien traduit, on va dire l'enrichissement contextuel. C'est la deuxième phase qui va nous permettre par la suite, après, de générer une réponse finale. Donc, ce sont ces trois phases-là
à bien comprendre. Vous avez donc la partie récupération, retrieval. La deuxième partie, augmenté, mais bon, disons enrichi, c'est plutôt idiomatique, et génération. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va premièrement constituer les composants les plus essentiels de notre architecture. Donc, imaginez une architecture informatique, c'est typiquement le cas. Vous avez quoi? Vous avez votre base de données que vous allez constituer. Donc ici, dans cette base de données, vous allez avoir une base documentaire de l'ensemble de toutes vos sources en fait. Donc imaginez une bibliothèque, d'accord? Même principe, vous avez votre bibliothèque qui contient tous les livres et les données que vous possédez et nécessaires à votre entreprise. Voilà la première chose à avoir, le premier composant à mettre sur pied. Vous imaginez, vous êtes dans un contexte d'entreprise ferroviaire, d'entreprise pharmaceutique, d'entreprise agence marketing, peu importe votre contexte d'entreprise, vos données vous regardent et vos données doivent être stockées quelque part et constituer l'élément de base documentaire. Ensuite, ce que vous voyez ici, le deuxième composant, la base vectorielle, c'est comment maintenant on va organiser ces données-là. Votre bibliothèque, je prends la métaphore de... Imaginez donc vous avez des bouquins, d'accord? C'est votre base documentaire. La base vectorielle, c'est comment vous allez organiser vos bouquins là dans la pièce pour avoir une bibliothèque bien rangée. Le moteur de recherche, c'est le bibliothécaire qui va se déplacer dans la bibliothèque pour aller chercher le bon bouquin, la bonne référence, la bonne partie rangée. Et le LLM, ce que vous appelez ChatGPT au final, c'est celui qui va lire vos bouquins, le passage essentiel que vous souhaitez recueillir. Donc comment ça marche, c'est expliqué, hein. C'est vous stockez vos documents, mathématiques, d'un point de vue mathématique, j'en ai déjà expliqué à peu près. C'est vos documents, quelle que soit leur forme, donc PDF, Word, vous les regroupez quelque part. On va effectuer bien sûr avec le travail de machine learning des traitements là-dessus. Stocker ces bibliothèques là, c'est cette base documentaire dans donc une base de données, voire plusieurs, ok, avec des techniques bien sûr de contrôle et de gestion des bases de données et langage SQL, NoSQL et des API pour les appels, etc. Et bien sûr, donc vos documents peuvent être des documents également venant du web. Donc voilà comment vous organisez vos données, vous les nettoyez, vous les segmentez convenablement. Je précisais un peu plus loin comment segmenter évidemment avec les techniques de chunks. Alors en français c'est morceaux, de comment vous segmentez vos données et après les enrichir. Première base établie, premièrement déjà ici. Donc une donnée par exemple très simple. Imaginons dans votre base documentaire vous avez la donnée intelligence artificielle, un petit texte comme celui-ci. J'ai déjà dit et je précise bien que l'IA ne comprend pas ce que vous dites. L'IA ne fait que manipuler des nombres. Et une collection de nombres, mathématiquement, est appelée ce qu'on appelle un vecteur. Donc, intelligence artificielle, ici, dans la base de données, ça sera représenté sous forme de vecteur. Ici, liste que vous avez ici, 0.2, -0.8, etc. Ce vecteur-là va être stocké, donc, qui est donc l'embedding, donc en anglais, le vecteur qui encapsule la représentation textuelle de intelligence artificielle, va être stocké dans une base vectorielle, puisque c'est un vecteur, donc on stocke ça dans une base vectorielle. Différence avec la base de données classique. Avec un certain nombre, bien sûr, de dimensions. La dimension, c'est le nombre de chiffres que nous avons dans le vecteur. Okay? Donc si je dis dimension 2, XY, dimension 3, XYZ, dimension 4, etc. Vous avez compris, je pense. Et maintenant, la similarité, c'est comment on va effectuer les calculs dans cette base vectorielle pour trouver le bon vecteur, le ou les vecteurs correspondant à la requête de l'utilisateur. Voilà. Donc, voici comment ça se passe. La similarité cosinus, c'est un peu... Alors, si vous étiez en terminale, vous avez bien étudié le produit scalaire. On est typiquement dans l'usage de cette notion. Ok, le calcul du produit scalaire entre deux vecteurs.
je vous renvoie à cette notion mathématique. J'en ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment est-ce qu'on utilise ça avec un programme informatique pour représenter la recherche vectorielle. Alors ici, ce que vous voyez ici, top cas. Imaginons que vous avez posé une question. Donc la question ici, c'est comment réduire les coûts. Moi, dans un contexte entreprise, je ne peux pas uniquement prendre ça et mettre ça. Imaginons, donc si je dis comment réduire les coûts, ok. Si je viens sur l'interface de ChatGPT, je tape ici. Regardez bien. Bon, même sans avoir entré, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que ChatGPT ne sait pas de quel coût je veux parler. De quoi est-ce que à quoi je fais référence? De quoi est-ce que je parle? Donc, il faut bien que ChatGPT ait connaissance d'une base documentaire derrière. Bon, déjà, c'est le premier élément. Et en plus, il faut qu'il aille chercher dans cette base documentaire l'essentiel de données en question. Pour pas qu'il me raconte n'importe quoi. Bon, je reviens ici à mon exemple. Et donc, voilà la raison pour laquelle on met en place cette architecture RAG. Ensuite, le LLM augmenté, c'est le fait que l'IA, donc ChatGPT en l'occurrence, dans un cas d'espèce, va rajouter, on va dire, du contexte à ce que moi, je lui ai demandé de récupérer. Donc, alors, moi, j'ai récupéré des éléments essentiels dans ma base documentaire, le contexte, d'accord, les passages. Quand on dit contexte, comprenez les passages pertinents trouvés. Donc, la source même qui explique, la cause même qui explique réellement le pourquoi de ma question, de mon prompt. L'utilisateur pose cela donc, dans sa demande, dans sa requête. Et maintenant, l'outil va aller chercher cette information-là en question. Bien sûr, une chose pour s'en assurer que cela soit bien fait, il faut toujours préciser la factualité. L'outil va chercher sur vos données, ça, l'architecture sera sûre que cela soit correct. Là où les sources, donc la traçabilité complète. Imaginez que vous avez un document qui fait 8000 pages. Ça peut aller jusque-là, en fonction bien sûr de la capacité du volume de traitement de votre architecture, de votre contexte d'entreprise. J'aimerais que, imaginons, donc vous avez un document qui fait 8000 pages, un PDF qui fait 8000 pages. Imaginons que la question que vous avez posée se trouve à la 10e page uniquement. Vous voyez l'effort qu'il faut être en mesure de faire pour que l'outil soit capable d'aller chercher, indexer rapidement cette 10e page. Cette architecture le permet. Pourquoi? Parce que en retour de sa réponse, il va me préciser donc déjà le document sur lequel il se base et la source, le passage en question. Donc, passage pertinent trouvé. C'est essentiel pour ce que je demande. Donc, comment on met en place ce genre d'architecture? Implémenter ce genre d'architecture, c'est avec ces étapes-ci. Vous collectez vos données, vous les nettoyez, vous rassemblez, etc. Vous faites un pré-traitement en chunks, donc en morceaux. Puisque les données ici sont sous forme en fait éclatée, l'idée étant que pour les nettoyer et les pré-traiter, il faudrait les organiser d'une certaine manière pour que l'outil soit capable d'aller indexer, d'aller choisir rapidement là où les bonnes données. Après, vous allez choisir des représentations vectorielles convenables. OpenAI est assez très bon là-dessus. Donc, c'est ChatGPT ou bien Hugging Face. Vous pouvez également utiliser, en fonction de votre contexte, l'un ou l'autre modèle. Et plein d'autres modèles, hein, bien évidemment. Ici, quand on dit les représentations vectorielles, je vous ai précisé, je vous ai montré ça tout à l'heure, c'est ce type de représentation, ok, là, ici, en vecteur. Et regardez aussi la dimension que le vecteur comporte. Plus on a de dimensions, mieux c'est. Ça veut dire que la représentation vectorielle, le modèle de représentation vectorielle est assez puissant pour représenter une donnée de manière efficace dans tout son usage sémantique. Vous prenez un mot, imaginez que ce mot-là soit utilisé dans plusieurs différents contextes. Et imaginez maintenant comment l'outil doit être capable de comprendre l'usage du mot dans ces différents contextes variés. Donc, plus la dimension est grande, comprenez que l'outil est capable de comprendre les différents contextes en question. Donc, de mieux restituer la phrase
et la contextualiser en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. L'indexation, c'est comment on va stocker ces données-là dans une base de données vectorielle, donc indexée dans le langage de base de données, indexer, bien pointer la donnée, bien la repérer et la restituer. Donc voilà les 6 étapes d'implémentation de l'architecture RAG. Ok. On continue. Les défis maintenant qui vous attendent, c'est donc comment vous allez segmenter vos données, les organiser pour que la recherche soit plus facile. Donc vous pouvez avoir des chunking adaptatifs en fonction de la situation bien toujours. Problème de latence. Il ne faudrait pas que la recherche soit trop longue, sinon l'utilisateur va s'impatienter. Et des métriques de recall et des précisions. Ok. Et les coûts également. Chaque requête que vous passez là sur les outils tels que ChatGPT consomme des tokens, consomme donc des jetons. Et vous payez ces jetons en question justement. C'est celui-là que OpenAI, toutes ces entreprises, ces big tech américaines font beaucoup d'argent d'ailleurs. Ok. Donc faites attention sur la question des coûts, c'est très important. Il y a aussi les serveurs dans le cloud, côté Amazon, AWS, ou le cloud considéré, Google, GCP, etc. Donc, bien sûr, tout cela est à prendre en compte. Et les cas d'usage, quel que soit votre contexte d'entreprise, ChatGPT peut vous aider à mettre sur pied ce genre d'architecture. Donc l'idée, je précise, vous voudrez que un outil d'intelligence artificielle tel que ChatGPT travaille sur vos données, sur votre propre base documentaire, comprenne votre contexte et récupère uniquement vos données pour fournir des réponses riches et factuelles à l'utilisateur et non des réponses qui datent depuis 3 ans, 4 ans parce que vous avez par exemple changé vos politiques de confidentialité, etc. Voilà, on est dans ce contexte-là en question. Donc, utiliser simplement ChatGPT en contexte entreprise, c'est banni, on ne le fait pas. Mais par contre, là où ça devient plus intéressant, c'est comment on va combiner la puissance d'entraînement de ChatGPT avec nos propres données, nos propres données, et fournir des réponses contextualisées, riches et factuelles à nos utilisateurs parce que nous travaillons dans un domaine bien particulier, médical, juridique, éducation, etc. C'est la raison pour laquelle on utilise cette architecture RAG. Ou sinon, il y a une autre méthode, un autre moyen, mais beaucoup plus coûteux. Ça va vous demander un peu plus de ressources et de compétences techniques. Le modèle fine-tuning, donc qui est une alternative au RAG. J'en ferai une autre vidéo la prochaine fois si cela vous intéresse. C'est de réentraîner. Donc ici, cette fois-ci, c'est de mettre clairement sur pied votre propre ChatGPT. Donc vous allez quand même passer par une phase d'entraînement à nouveau. C'est plus coûteux et plus technique. Et de temps en temps, il va falloir mettre à jour cet entraînement parce que si vos données évoluent, bien évidemment, il faudrait constamment s'en assurer que c'est le cas. Donc, pour finir, ça dans la démo, vous avez compris, je vous ai déjà montré ça plusieurs fois. Voilà, l'architecture complète se présente ainsi. Vous avez vos données donc, dans la phase d'ingestion. Vous chargez donc, les formats différents de vos données, une phase de pré-traitement, de génération d'embedding. Vous pouvez utiliser les modèles de OpenAI qui sont assez très bons ou d'autres modèles chez Hugging Face, Synthes, BET, etc. Du stockage vectoriel, base de données classique et également base de données vectorielle et des stratégies d'indexation. Ok, comment enrichir en fait le vecteur de recherche, c'est très important les amis. Donc pour vous montrer à peu près quelques stratégies très recommandées de manière classique, vous avez des stratégies fixes où on va prendre des chunks sur 1000 caractères. Donc imaginez que vous ayez un test PDF, donc du langage naturel, et une bonne stratégie serait de limiter votre découpage tous les 1000 caractères en question. Et chacun des morceaux des 1000 caractères, chaque morceau en question va être converti sous forme ou représenté sous forme de vecteur que je vous ai montré précédemment, donc la représentation vectorielle. Et plus on va choisir un modèle ayant des dimensions assez très grandes, mieux c'est. Bon, ça c'était un ancien modèle côté ChatGPT. Donc, base de données vectorielles, je précise bien, dans un POC, donc Proof of Concept, utilisez des outils quand même très simples et gratuits pour tester d'abord votre idée et voir à quel point cela peut représenter votre application, votre usage. Voilà,
je vais m'arrêter là. J'espère que ça a été très bien compris de la part de tous. Et likez, abonnez, partagez massivement cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et formez-vous à l'intelligence artificielle. Il n'est pas trop tard. Mais cette vidéo vous permettra de mieux comprendre dans quel cadre on utilise l'IA en entreprise dans un contexte pro. Je précise parce que j'aime faire ce genre de présentation. Pas uniquement pour vous faire du buzz et vous montrer les outils. Je vous aurais pu, voilà, et vous montrer ChatGPT et vous commencez à vous décrire l'interface, voilà, pour vous vendre un peu du rêve et du buzz. Non, c'est comment utiliser ces outils. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment on utilise réellement ChatGPT dans un vrai contexte donné. Et également, de quelle manière, si vous souhaitez aller plus loin, avec un niveau expert, un niveau d'ingénieur, tel qu'un ingénieur d'entreprise est appelé pour pouvoir concevoir des architectures autour de l'intelligence artificielle. C'est ce genre de présentation qu'il faudra être capable de mettre en place. Restez concentrés et à la prochaine. Merci et au revoir.